Je m'entretiens avec M. Jacques-Denis Simard, président fondateur et directeur général de la maison La Vigile. Monsieur Simard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Mme Bélanger. Monsieur Simard, d'abord, quelle est la mission de la maison La Vigile? C'est une mission particulière qui a pris sa source en 1990, je dirais. À l'époque, j'étais policier à la Sûreté du Québec et j'exerçais le travail d'intervenant et responsable du programme d'aide au personnel de la Sûreté du Québec pour l'Est du Québec comme territoire. Puis, dans ces 5 ans où j'ai exercé le travail d'intervenant, où j'étais dégagé mes fonctions policières pour exercer ce travail particulier, j'ai eu tellement de cas de détresse à gérer, la soirée, la nuit, la fin de semaine, que je me disais, je savais que j'allais quitter en 1983 parce que le programme a été annoncé comme que ce serait une firme privée qui donnerait les services. Donc, je me disais, maintenant, avec cette connaissance que j'ai de la détresse, je ne peux pas prendre une retraite personnelle sans savoir qu'il n'y a rien qui a été fait pour aider des collègues dans le besoin. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue du fait que la détresse suicidaire m'a toujours touché. Je me disais, il faut faire de quoi pour nos membres. Au début, ma vision était policière, parce que j'étais policier. Et j'avais aussi les membres de la famille. Mais ensuite, ça s'est élargi aux autres porteurs d'uniformes. À mesure que j'avançais dans le projet, les autres porteurs d'uniformes manifestaient leur désir aussi de faire partie de ce projet-là. C'est comme ça qu'on a englobé tous les porteurs d'uniformes. Donc, les policiers, les paramédics, les pompiers, les agents de la paix, les militaires, anciens combattants, etc., 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 et les membres de leur famille. Parce que l'approche est systémique. C'est une approche qui est globale. Donc, nous, on dit que si il se produit un événement dans le cadre du travail, c'est sûr que ça va exercer un impact au niveau de la famille. Et inversement, la même chose. Si il y a une procédure de divorce en cours, ou si j'ai un enfant qui est malade, ou bien j'ai un deuil à vivre dans la famille, ça va affecter mon travail. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on a une approche qui est globale, puis on offre ces services-là à tous les porteurs d'uniformes et les membres de la famille. Parlons-en des services. Concrètement, quels sont les services que vous offrez? En fait, la Vigile, c'est 4 divisions. La première division, qui est la maison de thérapie, qui est située à Beauport, la maison offre 6 services de thérapie différents. On a des programmes longs comme des programmes courts. Les programmes longs sont la dépendance, 30 jours. C'est un programme spécifique sur la dépendance. On a un programme sur la dépression et on est les seuls dans la région qui offrent ce service-là. Et c'est le programme qui est le plus utilisé. Donc, 56 de la clientèle viennent pour le programme dépression. Ça provient dans toutes les régions du Québec. Donc, ces 2 programmes-là, c'est des programmes longs qui offrent des services particuliers. On a aussi le service de répit. Le service de répit, son mandat, sa mission, dans le fond, c'est de permettre aux personnes de venir souffler chez nous, dans un encadrement spécifique, avec du personnel compétent, avec un service médical complet, pour permettre à ces personnes-là de pouvoir se déposer, se dégager de ce qu'ils vivent, être capable d'avoir un suivi, d'être aidé dans ce qu'ils vivent, être capable de comprendre aussi les situations, parce que des fois, quand on est face aux problèmes, on n'a pas toujours les solutions. Fait que quand on a du personnel qui est compétent puis qui est capable de répondre à ces besoins-là, bien, le service de répit, ça peut être quelques jours, comme ça peut être quelques mois. On a eu des anciens combattants qui sont venus chez nous, ils ne mangeaient plus, ils ne se lavaient plus, puis ils ne dormaient plus. Notre mission de base, c'était de le rétablir au plan physiologique et mental. Donc, de le mettre en réinsertion au niveau du groupe pour se socialiser avec les autres, de venir manger 3 fois par jour, de dormir la nuit, puis de le réinsérer dans sa famille tranquillement, à mesure. Donc, puis on a réussi cette mission-là au bout de 4 mois et demi. Mais vous voyez un peu où nous, on n'a pas de limite tant qu'à l'aide qu'on veut apporter à nos gens. Tant que la personne n'est pas complètement réhabilitée, vous ne la laissez pas partir. C'est ça.
il faut que ça soit, puis on mesure aussi le besoin. Ça se peut arriver que le besoin, on va demander à un des résidents qui sont chez nous, bon, vendredi, toi, tu vas retourner chez toi, mais tu as des exercices à faire pour éprouver la thérapie que tu as eue, les acquis que tu as eus, pour être capable de l'exercer. Puis ensuite, quand tu reviens, on regarde comment ça s'est passé. Donc, le but, c'est ça. Puis une fois qu'ils ont quitté la maison définitivement, on leur offre toujours un service de consultation en externe. Peu importe la région où ils sont. Parce qu'on a des consultants qui travaillent pour la Vigile dans toutes les régions du Québec. Je vais vous expliquer dans la deuxième division. Mais la première division, on a ça. Donc, on a aussi des programmes courts. On a un service de programme de gestion des traumas qui dure 14 jours. On a un programme de gestion de l'anxiété qui dure 14 jours. On a un programme de gestion de la colère qui dure 8 jours. Et ça, c'est toujours des programmes qui s'adressent autant, par exemple, aux vétérans, aux militaires ou à leurs proches, oui, leurs familles. Tout à fait. Et je dirais aussi aux citoyens en général. Sauf que la différence, c'est qu'on ne prend pas de personnes qui sont criminalisées. D'accord, je comprends. Avec raison aussi. Oui, pour permettre d'être à l'aise pour tout le monde. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que je suis contre ça. Il y a des maisons de thérapie qui offrent ces services-là, puis je suis bien content qu'il y en ait, puis qu'ils puissent les utiliser. Bien, pour moi, c'est tout à fait correct. Exactement. Mais dans notre mission, qui est particulière, bien, on veut préserver, puis on veut être capable de donner des services de façon pointue. Donc, c'est pour ça qu'on s'est donné cette marge de manœuvre-là. Et dans la deuxième division, on appelle ça le PAPV, Programme d'aide aux personnes vigiles. Ça veut dire que des personnes qui exercent un travail de vigilance dans leurs fonctions. Donc, que ce soit militaire, que ce soit un ancien combattant, que ce soit un policier, un agent de la paix, un infirmier, un professionnel de la santé, ils ont un travail de vigilance par rapport à la population qu'ils desservent. Donc, c'est pour ça que le nom de la vigile, notre mission, c'est de répondre, d'exercer une vigilance sur la santé de ces gens-là, pour les ramener au travail plus rapidement et en meilleure santé. C'est vraiment le but ultime de la vigile. C'est pour ça que ça s'appelle la vigile. Donc, dans la deuxième division, on a des contrats de service avec le syndicat de la Sûreté du Québec. C'est des programmes qui sont syndicaux. C'est des programmes qui sont plus complets que les programmes patronaux. Parce que les programmes patronaux sont limités à 5, 6 ou 7 entrevues dans l'année. Alors que nous, on n'est pas limité à ça. On voit à la résolution des problèmes. Et les syndicats se sont engagés à aller jusqu'au bout là-dedans. Donc, nous, on a des contrats avec l'APPQ, qui est le syndicat de la Sûreté du Québec. On a un contrat avec la Fédération de santé et services sociaux, CSN, pour les paramédics. On a un contrat avec la MRC des Collines de l'Outaouais. À leur demande, c'est un programme d'aide employeur qui est un nouveau modèle qui vient d'être créé à leur demande à eux. Parce que le programme d'aide qu'ils avaient ne répondait pas aux besoins de des policiers, policières. Donc, vous avez monté un programme spécifiquement On a monté un programme spécifique avec des personnes psychologiques très compétentes qui sont les meilleures dans l'exercice de leur fonction et qui offrent des services pointus aux personnes qui sont d'ordre policier ou policière dans l'exercice de leur fonction, au niveau des traumas, au niveau de toute la culture, tout ce qu'ils ont à vivre comme dangerosité, le port de l'arme, ainsi de suite, pour être capable de s'ajuster parce que pour que le policier, quand il arrive devant le consultant, il puisse être tout à fait à l'aise de compter ces choses puis d'être compris dans ce qu'il vit. C'est un peu le processus qu'on a mis en marche. Donc, ça, c'est une division qui est en pleine expansion actuellement. On a beaucoup d'autres organisations qui sont intéressées à faire affaire avec nous dans ce volet-là. On a aussi une troisième division qui s'appelle la formation. On donne de la formation. On est des experts dans la formation des personnes qui portent une uniforme. On a formé tous les policiers, pas tous les policiers, mais on a formé 10 policiers de la ville de Lévis comme père aidant, comme sentinelle, pour les aider à détecter ceux qui sont en détresse, être capable d'être reconnus par leur père, puis dire, OK, lui, je peux y faire confiance, puis si j'ai un problème, je vais pouvoir aller le voir. La mission du père aidant, c'est de permettre à la personne
de verbaliser son émotion, puis ensuite l'orienter vers une ressource. Et souvent, corrigez-moi si je me trompe, mais les gens qui vivent une problématique ou ont un certain besoin en matière de soit santé mentale ou d'aide psychologique vont être portés à plus se confier à quelqu'un qui l'a déjà vécu ou encore qui travaillent, qui sont dans le même milieu qu'eux. Exact, tout à fait, oui. C'est pour ça qu'on appelle ça les pères aidants. On a formé aussi, dans ce volet-là, tous les pompiers de la ville de Lévis, au niveau comme premier répondant, pour les aider à mieux réagir lorsqu'ils se présentent sur une tragédie, où il y avait à composer avec les familles des victimes qui, puis là, ils ne savaient pas trop comment garder leur espace vital pour faire leur travail. Donc, on a préparé une formation de 4 heures qu'on a donnée à tous les pompiers de la ville de Lévis. Ça s'est transféré ensuite à la demande des pompiers de Kings Falls. Ça s'est transporté aussi aux pompiers de Saint-Germain-Grand-Anne. Puis ça aussi, c'est une division qui est en pleine expansion. On a formé au mois de mars dernier les équipes de reportage de Radio-Canada-Québec pour les habiliter à mieux, je dirais, quand ils se présentent sur des lieux de reportage, de mesurer le risque. Parce que souvent, ils se mettent trop en danger. Et d'être capable de mesurer le risque puis de garder une zone de protection. Parce que on le voit sur le web, on le voit à la télévision, lorsqu'il y a des actes de terrorisme ils sont tellement proches de l'événement qu'ils peuvent se mettre en danger. Donc, tout à fait. Puis on a un journaliste français qui est décédé dernièrement. Alors, je pense que là, on a fait une formation pour eux et que ça a duré 6 jours pour cette formation-là. Donc, c'est une division aussi qui est en pleine expansion. Prenons une 4e division, qui est une division recherche et développement. Dans cette division-là, on est en contact, en relation avec l'Université Laval et l'Université du Québec à Rimouski et de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a eu un sondage qui a été fait, une étude, une recherche qui a été faite au niveau des porteurs d'uniformes policiers, particulièrement dans notre maison, la clientèle, pour répondre à un sondage, pour détecter la faisabilité de nos services, mais je dirais la gestion de nos services, mais en même temps la satisfaction de nos services vis-à-vis de cette clientèle-là. Et on a eu les résultats hier. Donc, et on a aussi en contact avec ces universités-là pour recevoir des stagiaires qui viennent parfaire leurs études dans la maison et puis ça nous rend service énormément parce que ces gens-là nous appuient dans notre mission, mais en même temps, ça amène une connotation, je dirais, une connaissance du milieu des uniformes qui vont leur servir dans leur carrière éventuellement. Tout à fait. Et ça, c'est le premier volet de la division recherche et développement. Puis dans le deuxième volet, on est en train de préparer un congrès international en collaboration avec l'École nationale de police de Nicolet, qui aura lieu le 13-14 septembre 2018 à Nicolet. C'est un congrès francophone qui va porter sur les enjeux de santé pour les porteurs d'uniformes en 2018, compte tenu de tous les contextes, notamment le contexte du terrorisme et tout le niveau d'anxiété qui est généré par ces contextes-là. Et auprès des militaires, est-ce que vous avez une certaine formation où vous êtes présent, par exemple, lorsqu'ils vont quitter ou se préparent pour aller en mission? Non, on n'est pas utilisé, on n'a pas de demande de service pour les préparer à la mission. Je pense qu'ils ont déjà ce qu'il faut dans ce cadre-là pour exercer cette préparation-là. Nous, on est plus en niveau curatif. Donc, dans le sens que quand ils reviennent de mission, ils sont affectés par la mission, ils ont besoin de répit, ont besoin d'une thérapie particulière ou, il y a de la comorbidité, nous, on est spécialisés là-dedans, donc ils peuvent venir chez nous et l'encadrement qu'on leur offre est bénéfique pour ça. Et s'il y a des vétérans qui nous écoutent, comment ça fonctionne s'ils veulent avoir accès à vos services? Le meilleur moyen, c'est le téléphone. On a un numéro qui est connu dans toute la province du Québec, qui est sur notre site web. C'est le 1-888-315-0007.
c'est un numéro dans lequel on peut rejoindre un intervenant 24 heures sur 24. On a besoin de parler à quelqu'un, il y a toujours un intervenant de la vigile qui est en devoir, qui peut répondre au téléphone, puis qui peut contenir une crise, peut comprendre la détresse, puis être capable de répondre à ces gens-là. Ça, c'est un numéro qui est connu dans toute la province. Aussi, on peut appeler directement à la vigile notre service médical. Vraiment, la porte d'entrée, c'est le service médical. Le service médical, ils vont recevoir les appels de jour et le soir, on a quelqu'un de soir aussi, pour être capable de répondre aux demandes d'information. On va donner les paramètres pour lesquels on a besoin pour que l'ancien combattant, les vétérans, a besoin de venir à la maison. Bien, il y a certaines démarches à faire pour être capable de répondre à son besoin. Ça, c'est vraiment... Il y a une évaluation qui est faite par le médical en partant, par téléphone, pour permettre à la personne de bien comprendre dans l'engagement dans lequel il s'en vient. Absolument. Oui, puis il y a aussi l'encadrement qui est offert, puis on explique tout ce qu'on fait dans la maison. Donc, puis je peux l'expliquer brièvement, c'est que pour permettre aux personnes de vraiment comprendre qu'on n'est pas un hôpital psychiatrique. On ne rentre pas chez nous. Il y a des gens qui pensaient qu'ils arrivaient chez nous puis on leur mettait une jaquette. Non, on ne fait pas ça. Notre mission, c'est d'être capable de répondre aux questions que les gens se posent, puis qui n'ont pas de réponse. Parce que tous les programmes, tous les ateliers, les programmes ont été montés, structurés pour rejoindre le profil de personnalité des porteurs d'uniforme, pour que ça fasse du sens pour eux autres, pour qu'ils disent « OK, je comprends pourquoi j'ai telle pensée négative. OK, je comprends pourquoi j'ai réagi de telle façon. » Puis une fois qu'ils ont compris ça dans les enseignements qu'on donne, en entrevue individuelle, avec toute confidentialité, puis avec profondeur, l'intervenant ou l'intervenante va agir et travailler avec la personne. Mais naturellement, la personne doit accepter votre modèle de formation, votre modèle d'accompagnement. Oui, puis ce que je dirais qui est le plus... je dirais qu'il y a un apport qu'on n'avait pas pensé, puis qui s'est installé de façon naturelle, c'est ce qu'on appelle le groupe thérapeute. Le groupe thérapeute, on est une moyenne d'environ 12-13 dans la maison, qui proviennent de différents milieux, des policiers, des militaires, des anciens combattants, des paramédics, des infirmiers. Puis la cohésion, le respect entre les personnes est tellement important qu'ils s'apportent mutuellement dans les expériences qui s'échangent par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur vie professionnelle. Bien, c'est extrêmement bénéfique. Chaque personne du groupe bénéficie de la part du groupe thérapeute. Et il participe en même temps. Et ça, c'est extrêmement puissant pour nous dans le processus thérapeutique qu'on a mis en marche. Je voyais sur votre site Internet qu'il y a 58 de votre clientèle qui sont des hommes, dans le fond, oui. 58 Comment trouvez-vous le pourcentage par rapport aux femmes? Est-ce que c'est normal parce qu'il y a plus d'hommes qui portent l'uniforme? Oui, tout à fait. Dans toute catégorie d'emploi qui est porteur d'uniforme, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, la proportion est on la voit très bien chez nous. On a 11 chambres pour gars au-dessus au troisième étage, puis on a 5 chambres pour femmes. Les chambres pour femmes sont occupées de façon générale à 80 tout le temps. Je dirais que les femmes ont plus de facilité à demander de l'aide. Bien, justement, parlons de l'aide qu'on doit demander. Nos vétérans qui nous écoutent présentement et qui ont besoin, qui sont suivis, par exemple, par les anciens combattants, qui ont ce qu'on appelle pas un chargé de projet, mais un gestionnaire de cas. C'est quoi la démarche? Est-ce qu'ils passent directement par vous ou c'est par leur gestionnaire de cas? Il faut absolument. Au début, nous, on avait mal compris cette démarchage-là. On accueillait les gens. Ensuite, on appelait les gestionnaires de cas. Ils ont dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'ils doivent être diagnostiqués. Il faut que le diagnostic soit établi, d'abord. 2, il faut que le gestionnaire de cas soit saisi de la question pour autoriser les frais. Et ensuite, c'est le gestionnaire de cas qui nous appelle pour demander les services de la vigile. C'est lui qui choisit. Ça peut être nous, comme ça peut être une autre maison de thérapie. C'est eux qui choisissent. Donc, c'est compte tenu du diagnostic, compte tenu du besoin, compte tenu de la démarche qui est offerte par la maison de thérapie. Donc, ils vont choisir l'une ou l'autre.
D'accord. Et comment on finance un tel organisme? Bon, écoutez, nous, on n'est pas subventionné par le gouvernement. Hein. Je dirais qu'on a une petite subvention de 12 000 par année, mais dans le fond, c'est très peu, c'est très minime. On accumule les déficits. L'année 2017, on pense être capable de faire, de boucler notre budget. On a un budget quand même de 1,3 million, parce que là, le gros des frais sont pour les salaires des consultants qui sont dans la maison. Tout à fait. Parce qu'on veut offrir le meilleur aux personnes qui viennent chez nous. Donc, les gens, je les paye bien parce que je veux les garder longtemps, puis je veux qu'ils sont efficients, puis ils travaillent bien. Donc, je veux les payer, bien les payer, de façon honorable. Puis c'est une question de justice et d'équité aussi, de pouvoir permettre à ces gens-là de pouvoir exercer leur travail, leur fonction, pour permettre aux personnes qui viennent chez nous d'avoir le meilleur service possible. Donc, on a besoin on a des activités bénéfices, on a des concerts, on a actuellement un tournoi de golf au Club Castor de Val-Bellade, de la base militaire de Valcartier, le 1er septembre. On peut s'inscrire en téléphonant à la vigile ou en visitant notre site web. On peut avoir accès via l'inscription ou à appeler Éric Pagé à eric.page@lavigile.qc.ca pour pouvoir avoir accès à la fiche d'inscription. Et c'est un tournoi qui apporte des bénéfices à la Vigile, qui nous permet de boucler nos budgets. Si on n'avait pas ça, on serait toujours en déficit. Et c'est sûr que si on était subventionné, ça permettrait de développer encore plus de services. Et c'est le but. Le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'arriver, de permettre à notre personnel et de permettre aux personnes qui nous font confiance d'avoir accès aux meilleurs services possibles. C'est vraiment le but ultime, de permettre aux personnes de retourner au travail plus rapidement et en meilleure santé. À exercer à nouveau leur passion. Si on choisit cette fonction-là, si on choisit cette profession-là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans d'eux autres qui les a poussés là. Moi, j'appelle ça une vocation de porter l'uniforme. Donc, si on les ramène dans cette vocation-là, en meilleure santé, bien, tant mieux. Puis, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Oui, en fait, on a besoin de bénévoles pour faire du transport des personnes, parce que nous, chez nous, quand on a besoin d'avoir quelqu'un qui a besoin d'aller rencontrer le médecin, soit à l'hôpital, soit il y a un rendez-vous médical qui était déjà établi avant d'arriver, bien, on a besoin de chauffeurs qui prennent la personne, qui demeurent avec pendant le temps qu'ils sont en consultation et les ramènent dans la maison. Donc, on a une responsabilité là-dessus, c'est très important. D'autre part, on a besoin aussi, au niveau de la cuisine, pour aider les cuisiniers dans les tâches de la cuisine, pour aider à faire à manger, faire des galettes, et ainsi de suite. Puis, on a besoin aussi des gens qui viennent le soir, simplement venir offrir leur temps pour être en contact avec les gens qui sont là, jouer aux cartes avec eux autres, jaser, aller fumer une cigarette avec eux autres. Simplement, comme ça, pour être présent. Une présence signifiante, parce que quand tu as porté un uniforme puis que tu veux donner au suivant, tu as bénéficié du service de la maison, puis tu veux donner au suivant, bien, de fait, de venir passer quelques heures avec nos gens, bien, ça permet de donner au suivant, justement. Et c'est justement là, ces gens qui reviennent pour aider parce qu'ils sont passés à la maison, à la vigile. Quel est le pourcentage de réussite des gens qui entrent pour un programme? C'est difficile de dire un pourcentage de réussite parce que souvent, comme en termes de dépression, entre autres, c'est pas vrai qu'en 30 jours, on règle tout. Par contre, on a beaucoup de gens qui viennent pour un problème, ils ont tellement d'anxiété que ça les amène dans un état de dépression. Nous, on voit les signes, on voit les symptômes, on voit les indices, puis on le sait, on le voit, qu'il y a des situations qui sont reliées à des post-traumas qui ont été banalisées. On les fait évaluer pour être sûr que le diagnostic va se confirmer. Une fois que le diagnostic est confirmé, là, on change l'approche. Là, on va travailler sur les vraies affaires. C'est le but. C'est comme ça qu'on travaille dans notre milieu.
Notre thérapie est vraiment ajustée aux besoins du client. Si il y en a qui sont venus chez nous, on fait des coming out, qui ont dit « Moi, j'ai été abusé sexuellement quand j'étais petit. » Puis là, ben, c'est la première fois qu'ils en parlaient. Puis là, on était capable, OK, on va te faire rencontrer une sexologue de réputation, puis on va permettre d'avoir une bonne évaluation de ta situation, puis on va permettre ensuite, on va travailler là-dessus avec toi. Absolument. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. En terminant, M. Simard, si vous aviez un message à lancer à nos vétérans, à nos militaires qui nous écoutent en ce moment, ça serait lequel? On a un slogan d'autres à la Vigile qui dit « Vous n'êtes pas seul ». Nous autres, on le dit parce que c'est dans notre... C'est un slogan, c'est pas un slogan de publicitaire, c'est un slogan d'animation. C'est un slogan qui permet aux personnes de comprendre que vraiment, ils ne sont pas seuls et que si vous vivez une détresse, si vous vivez une situation qui est problématique, que vous avez peur d'en parler, bien, vous sachez qu'à la Vigile, vous aurez toujours accès à quelqu'un qui vous comprend. Monsieur Simard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mme Bélanger. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.